du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Madame et Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Messieurs les colonels chefs de chaîne de l'état-major général des armées, Messieurs le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang et personnels civils des armées, honorables invités à vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi, à mon nom et au nom de tout le personnel civil et militaire de la direction du service de l'intendance des armées, vous souhaiter la bienvenue au camp Gamé. En dépit de vos contraintes de calendrier, que nous connaissons très chargées pour vous, mon général, et pour toutes les notoriétés autour de vous, vous avez accepté de bien vouloir venir présider cette réunion, cette célébration, pour lui donner le cachet qu'elle mérite. Nous vous en remercions et nous exprimons notre gratitude. Je voudrais ensuite vous convier à une union de prière pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître de l'univers visible et invisible. Dans l'accomplissement de son plan, il nous a gratifié ce matin de circonstances qui restent favorables à la tenue de cette merveilleuse assemblée. Qu'il en soit loué pour sa magnanimité et sa miséricorde. J'ai une pensée pieuse pour la tendre mémoire de tous nos frères d'armes, arrachés à notre affection par une maladie ou tombés au champ de l'heure. J'exprime ma solidarité et ma compassion à tous ceux de nos camarades, internés en ce moment dans les hôpitaux ou restés à domicile en situation de handicap qui les prive du loisir de se faire compter parmi nous. J'adresse toute mon admiration et mes remerciements aux grands anciens, nos chers devanciers, officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, qui ont partagé avec nous l'appartenance à cette type division d'armes qu'est l'intendance, dont les aspects fondamentaux du corps de métier traduisent à l'envie la noblesse. Je leur rends un hommage mérité. Ceux-là qui se sont dépensés sans compter pour la transmission du savoir et du savoir-faire intendance, pour passer la main d'experts aux générations qui auront succédé. J'exprime toute ma gratitude à nos partenaires infatigables, dont la collaboration avec les différents centres de responsabilité du service a de très loin dépassé la relation client. Le renoncement au souci de profit dans certaines circonstances renvoie au dépassement de soi et au sacrifice qu'un citoyen modèle peut consentir pour le succès de l'armée qui doit lui assurer l'intégrité de sa nation. Les commandements de la Marine nationale, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la Légion de gendarmerie de Dakar, qui sont nos voisins immédiats et qui ont toujours répondu présents à chaque fois que de besoin, méritent également nos vifs remerciements. Mon général, chers invités, il me paraît nécessaire de me placer dans un contexte tout à fait singulier, à partir duquel je me dois d'analyser l'occurrence de cet événement qu'on pourrait, au demeurant, qualifier d'inédit. C'est même au hasard. Il égale à ce que depuis 36 ans, j'ai parfois assisté, tout au moins entendu parler de solennité à l'occasion desquelles les armées, les directions de service,
et leurs composantes respectives commémorent la date de leur création et les étapes de leur évolution. Mais c'est aussi depuis 36 ans que je n'ai jamais entendu parler de célébration d'une fête patronale en ce moment. Pour des mesures de prudence et surtout avec d'indéfinies précautions, devrais-je dire, il y a fort longtemps qu'elle n'a pas été célébrée si elle n'a jamais eu lieu. C'est la même protection, c'est là la protection pour me couvrir du risque de me tromper. Ces fêtes patronales, bien ancrées dans le corpus de notre tradition, sont dans l'intérêt qu'il me plaît de rappeler et qui n'est pas du tout superflu. Comme toute pratique rituelle, elle représente de grands moments de communion entre population civile et militaire. Elle demeure des rendez-vous particuliers où des armées, ou bien même toutes les armées, exposent en symbole ce pourquoi elles existent, leur façon de faire et parfois les moyens d'y parvenir. Elles se veulent des occasions privilégiées que les armées saisissent chaque fois pour marquer leur identité, rappeler ce qu'elles ont été, ce qu'elles sont devenues et ce à quoi elles aspirent. Elles permettent de renforcer les liens de solidarité et de fraternité. En un mot, de développer l'esprit de corps. Mon général, honorables invités, c'est à la lecture de toute cette trame de valeurs morales, perceptible dans chaque fête patronale célébrée, que le citoyen peut continuer d'avoir sans réserve foi en son armée. C'est pourquoi la direction du service de l'intendance des armées souhaite désormais sacrifier de manière pérenne à cette tradition. À l'instar des autres démembrements de l'armée, elle souhaite pouvoir célébrer annuellement la fête de son patron, Saint-Martin, pour contribuer donc à l'œuvre de vertu militaire qui doit inspirer confiance à son peuple. Mon général, honorables invités, il me semble que c'est un pari déjà gagné, puisque pour un coup d'essai, on est passé à un coup de maître grâce à votre présence, à votre contribution. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous avons suivi tout à l'heure avec vous la biographie de Saint-Martin. Et il se trouve qu'il n'y avait pas meilleur saint pour être le patron de l'intendance. Mon général, honorable invités, la direction de l'intendance des armées est un service de soutien. En temps de paix comme en temps de crise, sa mission principale demeure la satisfaction des besoins vitaux du combattant, qu'elle doit nourrir, héberger et habiller, en garnison comme sur le théâtre des opérations. C'est avant tout une entité qui procure le bien-être aux soldats et même parfois par le biais de la liquidation de la sorte à sa famille. Alors, on le répète, Saint ne pouvait être mieux indiqué pour devenir le patron de l'intendance que Martin de Tours. C'est pourquoi nous commémorons son œuvre sous le thème des aspirations de la direction du service de l'intendance dans la quête de la souveraineté technologique et industrielle des armes. Avant de développer ce thème, permettez-moi, mon général, de dresser brièvement le bilan de nos activités et réalisations au cours de l'année 2024 au moins. Au plan des ressources humaines, la direction du service de l'intendance a organisé des stages allant du certificat pratique au cours des intendants militaires, dont la première promotion, au nombre de 5, est sortie en octobre 2024. Parallèlement, un intendant militaire est rentré de l'école royale interarmée d'administration du Royaume du Maroc, pendant que 2 y sont en formation. Sur le plan des activités administratives,
En plus des droits individuels payés à la date échue, la liquidation des dossiers de pension ne souffre d'aucun retard. Ainsi, 1504 dossiers ont été liquidés, toutes pensions confondues. En ce qui concerne la dotation des unités, la mesure exceptionnelle prise par le commandement a permis d'instituer la nouvelle tenue F4C qui consacre le retour Saint-Thiron dans l'habillement du militaire d'organisme. Dans la même veine, il a été décidé un changement qui fait entrer en vigueur encore les brodequins de marque américaine. Sur le volet matériel, les importantes acquisitions faites portent sur des moyens roulants en vue de campagne de dernière génération. À ce titre, 2 camions cuisine, 2 camions boulangerie, 4 camions frigorifiques de 40 mètres cubes, 3 de 20 mètres cubes et un camion semi-remorque de 40 tonnes pour le transport des denrées ont été acquis cette année. Il s'y ajoute la réalisation d'une tribune présidentielle de 523 places, 8 tentes pagodes et 3 tentes restaurants de 240 mètres carrés pour la couverture des cérémonies religieuses et officielles. Au plan de la déconcentration du soutien, une boulangerie d'infrastructure est en construction au camp Alpha Moro Baldé. De même, la réhabilitation du détachement avancé de l'intendance de la zone militaire numéro 2 est en phase d'achèvement. Ceux de Kolda et des Mamelles à Dakar sont déjà réceptionnés. Dans le cadre de l'épanouissement social du personnel féminin, une crèche est en construction dans l'enceinte du camp de la direction. Au chapitre des actions civiles et militaires, le service a déployé sa section d'exploitation de l'intendance lors de tous les grands événements religieux. De plus, des vivres ainsi que des équipements de campement et de couchage ont été déployés lors des récentes inondations à Touba, à Bakel et Matam pour soulager les populations. Mon général honorable invités, je voudrais revenir sur le thème pour souligner que ce bilan pouvait être plus réjouissant si notre souveraineté technologique et industrielle nous était acquise. La logistique intendance est constituée d'une multitude d'activités. Elle ne relève pas pour autant de la métallurgie lourde, mais d'une industrie légère. À ce sujet, j'aimerais m'appesantir sur 2 principaux articles seulement, dont les conséquences du mode d'acquisition nécessitent d'accélérer la mise en œuvre de notre politique énoncée de souveraineté technologique. Le premier de ces articles est la tenue. Le deuxième est la chaussure. C'est le textile et le cuir, le domaine de l'habillement. Plus de 70% de nos magasins sont occupés par les effets d'habillement et leurs dérivés. Après les droits individuels, l'habillement vient en 2e position dans la consommation de nos crédits budgétaires. Or, à l'heure actuelle, la transformation du textile est quasi inexistante dans notre tissu industriel. Et à l'heure où elle était florissante, aucune unité industrielle n'était spécialisée dans l'habillement militaire. Il en résulte que tous nos effets d'habillement ont toujours été importés. Ils sont réceptionnés soit en prêt-à-porter, soit en tissu confectionné dans nos ateliers. Le processus de dotation de nos unités de chaussures, de nos unités en chaussures, a toujours été identique. La dépendance de l'extérieur est totale, ne serait-ce que du point de vue de l'habillement. Mon général honorable invités, les efforts en recherche et développement au niveau de la direction de l'intendance font nourrir l'espoir dans la mise en œuvre de 2 axes stratégiques diversifiés. Le premier axe est celui qui prône le retour de l'État développé. Dans cette perspective, bien entendu, l'État pourrait lui-même conduire toutes les initiatives de l'industrie de défense. Différents organes de pilotage devraient être mis sur pied
avec à leur tête les plus hautes autorités administratives et politiques du pays. Cette option représente l'avantage de laisser à l'État sa propre légitimité dans la surveillance de son action sur l'environnement. L'industrie textile étant parmi les plus polluantes au monde. L'obtention de toute litige environnementale serait dès lors très facile. Pour la fabrication des chaussures, les spécialistes de l'artisanat traditionnel qui ont pu mettre au point des rangées de marques sénégalaises seraient juste regroupés en corps de métier, bien encadrés et perfectionnés, et on pourrait les faire basculer dans le giron des industriels modernes. La matrice de ce modèle a partout été utilisée dans les pays qui ont connu un développement fulgurant, notamment en Asie de l'Est et en Turquie. Le deuxième axe est la promotion du partenariat public-privé. Il s'agit de la signature de contrats de concession avec des industriels étrangers disposés à s'implanter sur le territoire national avec des durées très moyennes pour la concession. Cet acte a une variante qui consiste à s'appuyer sur l'entrepreneuriat local sans esprit de concession. Dans les deux cas, les soumissionnaires se bousculent déjà au portillon et n'attendent que d'être approuvés. En tout état de cause, la stratégie qui sera adoptée nécessitera de développer des chaînes de valeur dans l'agriculture et l'élevage pour approvisionner les industries en coton et en peau d'animaux. Cela permettra d'atténuer les coûts d'importation des autres matières premières, entendu que selon sa nature, le coton n'est pas le seul composant du tissu. Les défis à relever pour rendre ces perspectives concrètes sont nombreux. Je n'en évoquerai que deux qu'il faudrait inéluctablement relever au niveau de la direction. Le premier est la formation. Le niveau de qualification qu'il faudra donner à nos ouvriers spécialisés, nos tailleurs et nos cordonniers. Le benchmarking que nous avons fait en leur compagnie en Chine et en Turquie a prouvé qu'il faut dès à présent commencer à leur donner de nouvelles compétences de métier pour réussir le pari de la souveraineté technologique à l'intendance. Le deuxième est le type d'officier de l'intendance. Il ne devra plus envier, l'expert en sciences juridiques sur aucun plan, car les chaînes de valeur qui sous-tendent la souveraineté technologique et qui sont aussi importantes que les produits importés sont aussi un terrain fertile de contentieux de toute nature. Pour conclure, mon gérant, honorables invités, je voudrais rappeler également que la souveraineté technologique avait déjà fait ses premiers pas avec nos devanciers qui avaient installé une unité de production agroalimentaire et un laboratoire d'analyse de textiles et de cuir. Nous devons les relever de nos cendres et continuer la conquête de cette phase de développement que nous allons gagner. Nous y croyons, nous y croyons. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue